Salut! On se retrouve sur YouTube pour démolir ensemble tous les mythes sur le système nerveux, la croyance et la conscience humaine. Et on va commencer ensemble par le mythe de la mort et du deuil. Du coup, on fait un nouveau format. On va en parler de tous les mythes. Tout ce qui va être mythe sur la conscience humaine, les mythes du système nerveux, les mythes de certaines croyances qu'on a aussi de la vie de tous les jours. Du coup, aujourd'hui, j'ai Laurie qui est avec moi, ma femme, et qui va me poser les questions en fait qu'on a recueillies. Premier mythe, on va parler du mythe du deuil. Le deuil aujourd'hui, quand on perd quelqu'un, c'est pas forcément qu'on est triste pour la personne qui est partie simplement, mais on est triste aussi parce qu'on est en train de perdre quelque chose qu'on pense éternel, que lorsqu'elle est plus là, qu'elle est partie, on sent un vide. Du coup, il y a un inconnu qui commence à se créer dans notre esprit, qui nous fait peur, on balise, et du coup, on a besoin de se raccrocher à quelque chose. Du coup, notre système nerveux va se dire, ok, comme elle est partie, je suis triste. Ça, c'est une des premières façons. Après, on a aussi le mythe du deuil, mais en termes de ce qu'il faut faire, la bonne façon de parler, la bonne façon de penser, l'attitude qu'il faut avoir. J'ai perdu quelqu'un, je me dois d'être triste. Je dois réussir à montrer ma douleur aux gens qui sont autour de moi, parce que si finalement j'ai accepté le deuil et que je vais plutôt bien, tu risques de te faire passer pour quelqu'un qui n'a pas de cœur et qui est pas bon. Donc aujourd'hui, c'est encore un deuxième point qui est assez compliqué. Il faut pas culpabiliser de la perte de quelqu'un. On peut tous mourir à la prochaine seconde, on n'en prend pas conscience heureusement, parce que sinon en fait on n'aurait plus envie de vivre. Mais lorsque l'on perd une personne chère, on a besoin de se reconstruire derrière. Et c'est pas juste avec le temps que ça va aller mieux, ça dépend aussi de ce que tu vas faire pendant tout ce temps-là. Si pendant tout ce temps tu ne passes qu'à ruminer sans cesse ce départ, ton système nerveux va s'associer avec ton cerveau et va créer une dépendance avec ça. Du coup, tu vas te faire souffrir parce que tu penses qu'en souffrant, tu vas aller mieux, et en plus de ça, tu vas apporter de l'attention autour de toi. Je ne suis pas en train de dire que le deuil ne fait pas souffrir, je dis juste que cette souffrance doit réussir à t'amener sur un autre pas, un autre chemin, et à prendre conscience un petit peu de ce qu'est la vie réellement autour de toi. Est-ce que c'est ok de pouvoir dire qu'au final, dans le deuil, il y a quand même une part un peu d'égoïsme, c'est-à-dire qu'en fait, on est triste, mais on est triste en fait de la propre perte qu'on ressent, mais pas. Alors certes, on est triste pour la personne qui n'est plus là, mais il y a quand même cette notion de se dire c'est ma propre tristesse, c'est ma propre perte. Concrètement, oui, puisque tu es triste, mais c'est juste personnel, c'est toi, c'est égoïste. Je suis triste pour moi. Parce que si on est triste, on dit non, je suis triste pour la personne qui est partie. Non, parce qu'elle, elle n'a plus de tristesse en elle. Mais toi, par contre, tu ressens cette tristesse. Donc des fois, tu as envie de t'amadouer toi-même en disant non, je suis triste pour elle. Mais non, en fait, c'est juste égoïste. Et c'est ok d'être égoïste. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pas ok d'être égoïste pendant 6 ans, pendant 6 semaines, pendant 6 mois. C'est ok d'être égoïste, de sentir que des fois je vais pas bien, j'ai besoin de me reprendre, mais ne pas se cacher derrière la douleur soi-disant des autres pour créer ta propre douleur. Alors, le mythe de il faut être prêt pour changer. Quand est-ce que tu peux te dire que je suis prêt? Tu ne seras jamais prêt. Parce qu'encore une fois, ton corps va te trouver toujours des solutions pour te dire que tu peux encore attendre un petit peu. Est-ce que tu es prêt pour avoir un enfant demain? Non, je vais attendre d'avoir plus d'argent. Quand est-ce que tu auras assez d'argent? Quand est-ce que tu sauras réellement que tu es prêt de l'avoir ou pas? Tu ne peux pas savoir à 100% si tu es prêt. Si tu veux être prêt, tu attendras toute ta vie. Parce que quoi que tu fasses dans ta vie, tu vas le faire à un moment où tu te diras « Ok, aujourd'hui, j'ai envie de pouvoir avancer sur tel ou tel sujet. » Tu n'es pas forcément prêt, mais parce que tu en as réellement envie, là, tu pourras avancer dessus. Tu dois juste prendre conscience que te dire que tu vas attendre d'être prêt, encore une fois, c'est une fuite pour te dire que je repousse mon action à accomplir parce que je ne suis pas prêt. Je trouve encore une fois une excuse. Et on reviendra régulièrement sur les excuses, parce que les excuses, c'est le moteur de ton inaction. Du coup, ça rejoint un petit peu le mythe suivant, le mythe de la motivation. C'est quoi la motivation? La motivation, en fait, tu vas passer quelques secondes, ça va durer un jour, ça va durer 2 jours. Tu as plein de motivateurs sur Internet qui vont arriver, je suis là pour te motiver. On peut se motiver avant un combat, parce que ça va durer un certain nombre de temps. Par contre, se motiver sur le long terme, c'est impossible. Tu vas forcément redescendre, ton énergie ne pourra pas rester constante. Quand tu as besoin de motivation, dis-toi que, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, c'est de la discipline. Tu as besoin de discipline. Parce que ta discipline, elle sera constante. Ça sera comme un marathon et pas un sprint. La motivation, c'est un sprint. Je le fais sur 400 mètres, je m'arrête. Oui, mais de nos jours, on vit quand même dans un système où on fait croire que la motivation, c'est la base de tout. Que limite, la motivation, c'est un peu l'étincelle.
C'est le connecteur. C'est ça. Ils ont raison, ils ont tort en même temps. C'est ton étincelle pour pouvoir démarrer quelque chose. Tu as besoin d'être motivé, de se dire « Ah tiens, j'ai envie de le faire ». Sauf que tu auras envie de le faire pendant combien de temps? Tu dépasses rarement les 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et encore, je suis gentil quand je dis 3 jours. Ouais. Tu vas le faire sur un moment donné. Mais si tu es réellement motivé, du coup, ça va te donner envie de commencer. Et ensuite, il va te falloir la constance. Du coup, pour avoir la constance, tu as besoin de clarifier ce que tu as à faire. Si tu n'as pas de clarté, tu as juste de la motivation, c'est cool. Tu vas aller, tu vas soulever tes 3 haltères, tu vas aller courir pendant 3 minutes, tu vas rentrer chez toi. Le lendemain, tu sais pas ce que tu as à faire, du coup, tu retournes à ce que tu faisais. Puis à un moment, tu te réveilleras au bout de 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 2 semaines. Tiens, j'aimerais bien refaire un peu de motivation. J'ai besoin de reprendre mon sport parce que ta motivation revient. Tu repars dessus. Mais au final, la motivation, on te fait croire que c'est le plus important. La motivation, au final, c'est juste une petite étincelle qui va apporter beaucoup sur ce que tu dois faire. Elle a énormément d'importance, mais c'est pas le moteur. C'est comme quand tu démarres une voiture. Si tu as l'étincelle pour pouvoir faire la combustion et que le moteur démarre, c'est super. Mais c'est pas ce qui va permettre à ce que la voiture continue tout le temps de rouler. Ouais, si mais sans elle, ta voiture ne roulera pas. Le mythe du manque de temps. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde dit « j'ai pas de temps ». Je ne peux pas continuer, je ne peux pas y arriver parce que justement, je manque de temps. Il y a quelque chose qui est génial, c'est que si je te dis maintenant, prends ton téléphone, va dans les paramètres et cherche le nombre d'heures que tu as passé sur ton téléphone. Je pense que 80% des personnes qui vont le faire là tout de suite maintenant vont dépasser je ne sais combien d'heures par jour, que ce soit pour scroller ou autre. On a du temps, mais est-ce que j'ai envie de placer mon temps sur ce que j'ai envie de faire? Ton temps, il est toujours disponible. Le problème, c'est que je ne vais accorder mon temps qu'à ce qui m'intéresse réellement. Et tu peux dire, ça m'intéresse de réussir ma vie, ou ça m'intéresse d'ouvrir une nouvelle société, ou ça m'intéresse de changer de travail, ou j'en sais rien, ou de trouver l'amour. Oui, ça t'intéresse. Mais est-ce que tu vas prendre le temps pour le faire? C'est encore autre chose. On a tous le temps. Qu'est-ce qui pourrait faire aujourd'hui que tu n'aies pas de temps? Par exemple, quelqu'un qui te dit je me lève le matin, j'ai des enfants, j'ai un travail de dingue, limite j'ai un deuxième boulot parce que je m'en sors pas financièrement. Il y a toujours des gens qui estiment ne pas avoir le temps. Oui. Et du coup, tu n'as pas de temps pour faire quoi? Encore une fois, il te faut de la précision. Juste dire je n'ai pas de temps, si jamais tu dis juste j'ai pas de temps, c'est vague. Tu ne sais pas où tu vas, tu n'as pas de temps pour accomplir quoi? Ton cerveau ne trouvera jamais le temps pour. Tu as des enfants, tu te lèves le matin, bon, mais essaie de te prendre 20 minutes de plus tôt, enfin lève-toi 20 minutes plus tôt le matin. Tu n'as pas envie parce que tu aimes bien dormir, prends-toi 20 minutes de plus le soir quand tout le monde est couché. Tu n'as pas envie, bon mais dans ce cas c'est que tu veux pas avoir de temps. Tu veux trouver une excuse, encore une fois, pour te dire j'ai pas le temps d'avancer. Donc si jamais tu penses que tu n'as pas de temps, repose-toi bien la question. Est-ce que tu as envie de prendre du temps pour cette action ou tu préfères soit regarder la télé, regarder ton téléphone, tourner en rond, lire un livre? Lire un livre, c'est super, mais si jamais tu as besoin d'accomplir une action précise, tu le trouveras le temps pour le faire. Donc, trouve pas l'excuse du temps, mais trouve plutôt la solution et trouve la clarté pour te dire pourquoi est-ce que je devrais prendre du temps pour telle action ou pas? Est-ce qu'elle est importante ou pas? Est-ce qu'elle est importante ou non? Tout n'est pas important dans une journée. Ne trouve pas 300 millions de choses importantes à faire. Trouve juste 2, voire 3 maximum importants pour toi dans la journée et essaie de les mener à bien. Le mythe du « je dois comprendre avant d'agir ». Beaucoup de personnes, certaines personnes n'auront pas forcément besoin de comprendre pour agir. Ils le feront juste instinctivement. Bon. Et il y a d'autres personnes aussi qui n'ont pas besoin de comprendre simplement. Maintenant, si tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire, encore une fois, tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Tu ne sais pas à quoi ça va te servir de faire ce que tu as à faire. Ça peut être n'importe quoi. Pourquoi est-ce que tu dois apprendre l'anglais? Parce qu'il y en a plein qui ont peut-être envie d'apprendre l'anglais. Pourquoi est-ce que je vais l'apprendre? Si tu ne sais pas pourquoi tu vas l'apprendre, tu ne l'apprendras pas. Pourquoi est-ce que tu vas apprendre aujourd'hui? Je ne sais pas. Est-ce que tu sais conduire un avion? Non. Est-ce que tu as besoin de l'apprendre? Si je te dis demain d'apprendre à conduire un avion, est-ce que tu en aurais besoin? Est-ce que tu le ferais? J'en ai pas la nécessité, non. Donc du coup, en fait, conduire un avion aujourd'hui, piloter un avion, je veux dire, ne te servira strictement à rien. Donc si tu comprends pas pourquoi ça pourrait être important pour toi de piloter un avion, est-ce que tu auras envie de le faire? Non. Si maintenant je te dis qu'à la fin du mois, il va y avoir un astéroïde qui va tomber sur la Terre, mais tous ceux qui pourront piloter et être dans les airs pendant ne serait-ce que 2 heures, ils pourront survivre et atterrir et vivre correctement. Est-ce que maintenant tu as compris pourquoi tu dois apprendre à piloter? Oui. Est-ce que tu auras envie de piloter? Oui. Voilà. Donc, comprends avant d'agir, t'aidera énormément. T'as le mythe du « je dois être fort ». Qu'est-ce que c'est qu'être fort? Je dois être fort, oui, mais fort, c'est quoi être fort? Fort psychologiquement, physiquement, je dois être fort émotionnellement. Je dois être fort, en fait, on dit souvent je dois être fort pour réussir. Non, tu ne dois pas être fort pour réussir. Tu es déjà fort, si tu es déjà sur cette terre. Tu es déjà ici. Tous les jours,
tu arrives à ne serait-ce que respirer, c'est que tu es fort. Le jour où tu respires plus, bon, ben, tu n'as plus rien. Mais je dois être fort, ça te permet aussi de te dire, c'est encore une fois quelque chose qu'on te dit depuis que tu es petit. Ne pleure pas, sois fort, tu dois être grand, tu dois être si. Non, on s'en fiche en fait de savoir si je dois être fort ou si je dois être puissant ou quoi que ce soit. Ça ne t'apportera rien si jamais il n'y a rien de derrière. Est-ce que du coup, je dois être fort, ça sous-entend plutôt que c'est un conditionnement de je ne dois pas montrer ma vulnérabilité? Absolument. 99% du temps, c'est ça. Je dois être fort parce que je ne vais pas montrer mes émotions. On a parlé du deuil plus tôt. Je vais être fort pour pas montrer que je pleure trop. Mais j'ai besoin de montrer que je pleure un petit peu aussi. Mais je suis assez fort parce que je suis un homme. Un homme doit être fort. La plupart du temps, c'est ce qu'on dit. Ce sont des stéréotypes. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup plus de suicides chez les hommes que chez les femmes. C'est statistique. Je ne suis pas en train de dire que les femmes souffrent moins ou quoi que ce soit. Je dis juste ni que les hommes sont plus faibles que les femmes, même si vous voulez le dire. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je veux dire, comme on est un homme, on doit se sentir plus fort. Comme on est une femme, on doit gérer toute la maison, on doit gérer tous les enfants et toute la famille. Je veux dire qu'un homme gère la maison ou qu'une femme soit forte, du moment où dans le couple, et que si c'est 2 hommes ou 2 femmes, je m'en fiche aussi, mais je veux dire, du moment où dans le couple on a un équilibre, on a besoin d'une personne qui puisse être, entre guillemets, forte et présente sur ses appuis lorsque la deuxième va mal, et vice-versa. Mais s'il y en a un qui montre qu'il est toujours fort, il finira par malheureusement sauter la vie parce qu'il finira certainement soit dépressif ou autre. Donc être fort, c'est juste un mot pour conditionner les gens à dire tu dois être fort, mais au final ça veut dire quoi être fort? Est-ce que toi d'ailleurs tu sais ce que c'est qu'être fort? Si tu sais ce que c'est qu'être fort, mets-le-moi s'il te plaît en commentaire, parce que je serais bien curieux de voir et d'élargir un petit peu mon champ de connaissances. Changement égale ajouter plus. J'en parlais tout à l'heure, c'est ce que Paul Pironnet dit régulièrement, la carte du monde. On dit souvent ceux qui sont vraiment extrémistes et qui sont contre les personnes, ce sont ceux justement qui n'ont jamais voyagé, qui sont toujours restés unis, ancrés dans leur petit village ou dans leur coin sans jamais sortir. Parce qu'en fait, encore une fois, l'inconnu te fait peur. Donc plus tu vas ajouter à ta carte, plus tu comprendras les gens et plus tu seras tolérant. Moi aujourd'hui, n'importe qui pourrait venir me parler, il pourrait me parler de tout et rien, je pourrais le comprendre et je pourrais discuter avec lui. Pas parce qu'il va me plaire ou qu'il va m'intéresser dans ces délires des fois qu'on pourrait avoir lors de coaching, mais parce que je sais que si cette personne le vit, c'est que c'est vrai. Donc si c'est vrai, c'est à moi de comprendre pourquoi est-ce que ça peut être vrai pour d'autres personnes. Et ça ne veut pas dire que je vais encore une fois l'accepter, mais juste je vais m'agrandir parce que je vais être plus tolérant en m'ajoutant plus. Du coup, on enchaîne avec le mythe, du coup ça reprend un petit peu ce qu'on a dit un petit peu plus tôt, du mental fort. Après, le mental fort, c'est quoi? C'est vrai que si tu as un mental faible, j'aime pas trop moi utiliser le mot fort et faible. C'est juste, est-ce que tu as envie d'utiliser pleinement ton mental? Souvent on dit le mental fort. Ça veut encore une fois absolument rien dire. Tu peux avoir un mental fort, comme ce qu'on disait sur une vidéo précédente. Je suis en train de dire, la personne sourit, elle est forte, elle est là, elle est en train de m'aider. Mais au fond, quand je la regarde dans les yeux, je sens qu'il y a quelque chose, une petite tristesse ou quelque chose qui ne va pas. Mais c'est pas parce que la personne va sourire ou va avoir un mental fort qu'elle va être bien dans sa vie. Avoir un mental sain, je préférerais dire ça, mais c'est quoi un mental sain? Encore une fois, il peut être divers et varié. C'est ce que j'adore en fait dans la PNL ou dans tous les outils dans l'humain en général, c'est que chaque personne est différente. Quelque chose qui va être magnifique pour moi le sera certainement pas pour toi. Et c'est là où on construit, et je reviens sur ce qu'on disait avant, on ajoute à notre carte du monde ce côté en fait de se dire waouh, j'arrive à mieux comprendre les autres. Et là, ton mental grandit. Mais avoir un mental fort, concrètement, pour moi, ça veut rien dire, c'est du bullshit. Du coup, à l'inverse du mental fort, on part sur le mythe du « je suis perdu ». On est perdu, pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne sais pas, encore une fois, où tu vas. Tu n'as pas de clarté. La clarté, on utilise souvent ce mot, il est peut-être mal compris, mais la clarté, c'est quoi? C'est de réussir à poser à plat et avoir une vision claire de là où on veut aller. Si jamais on se sent perdu, c'est que cette vision est troublée. Si ta vision, elle est troublée, il va falloir que tu la redécoupes encore, et tu l'as entendu des millions et des millions de fois, mais je te le répète, parce qu'encore une fois, tout ce que je suis en train de dire, tu le sais déjà. Par contre, tu ne l'appliques pas. Nous le savons tous, mais on ne l'applique pas. Donc du coup, tu dois recouper, tu redécoupes, et tant que tu es perdu, redécoupe encore. Ou alors, ça veut juste dire que ta vision, elle est tellement absurde et what the fuck, parce que j'ai pas envie de dire absurde, mais elle est complètement déconnectée de toi, ce que tu veux réellement, et tu vas plus te baser sur ce que tu vois dans les réseaux, ce que tu vois dans la rue ou à droite à gauche. Du coup, en fait, ton cerveau n'arrive pas à se connecter dessus. Tu n'arrives pas à créer une symbiose entre ton état émotionnel, ton système nerveux, ton cerveau et ce que tu fais tous les jours, et ton projet.
Du coup, il se sent déconnecté, il fait tout pour essayer de le fuir. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que le fait d'être perdu, c'est pas aussi souvent lié aux gens qui nous entourent? Parce que malgré tout, que ce soit, je prends l'exemple de la vie de couple parce que c'est le plus flagrant au quotidien où on partage vraiment nos heures avec quelqu'un, ou justement, est-ce que tu n'es pas entraîné par la personne avec qui tu vis, malgré l'amour que tu peux lui porter, ou en fait la personne t'entraîne dans sa direction à lui, mais qui n'est pas forcément nécessairement la tienne, mais en même temps, sous couvert du fait que nous sommes en couple, je me dois d'eux, et du coup, ça crée une incohérence. Parce que là-dessus, on va revenir sur l'écoute. C'est-à-dire que on va ajouter, quand on ajoute à notre carte pour pouvoir être plus grand et mieux comprendre, il faut le faire en priorité avec la personne qui nous accompagne dans la vie. Parce que pour moi, le pilier justement dans un couple, ce qui est important, c'est de se dire, tu vas pouvoir m'aider à avancer, je vais pouvoir t'aider à avancer. Je n'ai pas envie que tu avances comme moi j'ai envie que tu avances. Je veux avancer comme toi tu as envie d'avancer. Et donc du coup, quand tu te sens perdu, forcément, si jamais en plus de ça, les personnes qui t'entourent, que ce soit dans le couple, la famille, les amis, plus ils vont vouloir mettre eux leurs graines dans ta manière de penser et ta manière de voir la vie, et plus tu te sentiras perdu parce que, encore une fois, demain tu décides d'ouvrir une société, super génial, la personne qui est à côté, que ce soit ton père, ta mère, tes frères ou autres, ou tes amis, ils vont se dire mais si jamais elle échoue, c'est moi qui vais en payer les pots cassés. C'est faux. Personne ne paiera les pots cassés de ce que tu as fait, mais c'est instinctif, c'est ce que les personnes vont se dire. Donc je paierai les pots cassés. Ou alors, elle va peut-être vraiment réussir, et si elle réussit, moi, je vais me retrouver bloqué, je vais me retrouver en arrière, du coup je vais me mettre en confrontation avec mon propre état émotionnel en me disant, elle a réussi, moi non, donc je suis nul. Donc je reviens sur ce fait-là. Mais il faut que tu réussisses, en gros, à bien t'entourer, ça sera vraiment la chose la plus importante. Le mythe de l'identité, je suis comme ça. Oui, c'est vrai. On en a parlé tout à l'heure. Donc, je suis comme ça. Donc, moi, je peux pas changer. C'est ma manière d'être. Toi, tu dois le dire aussi régulièrement. Je suis comme ça. Donc, du coup, je peux pas changer. T'es pas comme ça. Tu es comme on a décidé de te formater depuis ta naissance. Tu es comme tous ceux qui ont été autour de toi depuis ta naissance, encore une fois. Tu es comme la société t'a montré. Comment est-ce que toi, tu as perçu la vie depuis que tu es né? Et au final, tu peux réussir à changer parce que du moment où tu te poses la question, et si tu as envie de changer aussi, encore une fois, tu peux dire « moi je suis comme ça et je suis très heureux », mais quand tu te le dis, est-ce que tu n'es pas en train de te mentir à toi-même? Parce que souvent on dit « moi je suis comme ça et je suis heureux comme ça », mieux vaut vivre seul que mal accompagné. Ça par exemple, moi je dirais oui et non. Parce que tu es seul, l'humain n'est pas fait pour être seul. Alors je sais qu'il y en a plein qui vont dire non c'est faux, moi je suis très bien seul. Oui, sur le long terme c'est faux. Quand tu te retrouveras à la fin de ta vie, que tu seras seul sur ton lit de mort et qu'il n'y aura personne autour de toi et même pas des aides-soignants qui seront là pour pouvoir te regarder, je te dis que tu souffriras et que tu ne seras pas très heureux. On a besoin en fait de personnes autour de nous, mais de personnes de qualité. La question c'était le mythe de je suis comme ça. Je suis comme ça. Si tu es comme ça et que tu veux vraiment le rester, tu dois trouver des gens autour de toi qui acceptent comment toi tu es. Tu ne vas pas changer pour changer. Mais maintenant, si jamais comme toi tu es, ce n'est pas réellement comme tu voudrais être, parce que des fois tu as cette petite douleur dans le ventre, des fois tu as ton cerveau qui dit « Ah, j'aurais peut-être dû dire non à ce moment-là, mais comme j'ai dit oui, bon, mais tant pis, je vais quand même le faire ». C'est ces signaux-là que tu dois écouter. Tu dois apprendre à écouter ton corps. C'est pas que tu es comme ça, c'est que tu ne t'écoutes pas. Tu n'écoutes pas les signaux d'alerte que ton système nerveux t'envoie en permanence. Un autre mythe aussi, qu'on entend assez souvent, notamment dans l'entrepreneuriat, le mythe du « je peux tout gérer seul ». Ça, c'est parfait. Tu as envie de tout gérer et tu peux tout gérer seul. Alors, on peut dire que dans le fond, c'est à peu près vrai, mais dans ce cas, tu te coupes ta vie, tu n'as plus rien à faire, tu vas réussir à t'embrouiller parce que tu auras trop de choses à faire et tu vas devoir devenir expert sur tout. Donc, au final, ce que je te disais au début, c'était totalement impossible. Pourquoi tu as envie de tout contrôler? C'est juste que tu as peur que d'autres personnes ne le fassent pas comme toi. Tu voudrais le faire, mais c'est surtout toi qui vas pas faire confiance aux autres. Parce que dans le fond, tu vas commencer certainement à te dire, à te rappeler de comment toi tu étais, comment toi tu travaillais, comment toi tu faisais. Donc du coup, tu dis les autres ne pourront pas mettre autant d'énergie et de puissance dans ma société à moi parce que ce n'est pas leur société. Tu n'arrives pas à déléguer parce que tu ne fais pas confiance. Et moins tu délègues dès le début, moins tu pourras le faire. Parce que tu commenceras à tout prendre pour toi-même. Il faut savoir que dans l'entrepreneuriat, si jamais tu veux réellement réussir, tu dois réussir à déléguer un maximum. Parce que moins on a besoin de toi, plus ta société grandira facilement. Et toi, maintenant, tu peux arriver avec l'esprit tranquille et trouver des solutions sur les questions que les autres se posent. C'est ça vraiment le travail de quelqu'un qui veut ouvrir une société. Et quand je parle de société, tu peux être un artisan. Demain, tu as envie de, je sais pas moi, te lancer dans la maçonnerie, la plomberie, tu vas passer ton diplôme. Tu ne pourras pas gérer
ta compta. Aujourd'hui, il y a des moyens qui coûtent peut-être 100 € maximum, où ils vont pouvoir gérer ta compta pour toi. Tu as toujours des solutions. Si jamais tu veux tout faire, le temps que tu passeras sur ta compta, tu ne le feras pas sur ton expertise, sur ce que tu sais réellement faire. Tu as besoin de vendre tes produits. Trouve quelqu'un qui pourra les vendre, qui prendra peut-être une commission dessus. Il vaut mieux payer une commission à quelqu'un qui va te trouver des chantiers. Donc, tout vouloir faire soi-même, c'est au final un manque de confiance en soi, parce qu'on se dit que si jamais je fais une erreur, il n'y a que moi. Du coup, personne ne pourra me le reprocher. Donc, voilà. Je voulais justement revenir un peu je peux tout gérer seul, mais au-delà aussi sur l'aspect plutôt familial, par exemple, parce que bon, côté entrepreneurial, c'est une chose, mais il y a plein de gens qui se mettent cette pression mentale de se dire non, je peux tout gérer seul, je n'ai pas besoin de demander d'aide, j'ai pas besoin de dire quand ça va pas au final. Là encore, c'est encore autre chose, parce que souvent, quand on se retrouve dans sa famille ou quoi que ce soit, ou à la maison simplement, on a envie de se dire, ok, on a des soucis, mais je dois les garder à moi. Je dois les garder pour moi-même. Je ne peux pas les partager parce que, du coup, il va falloir qu'on en parle, ça va mettre une pression sur l'autre. L'erreur que vous faites à chaque fois, c'est de ne pas vous mettre justement à la place de la personne qui est en face. Si jamais tu te mets réellement à la place de ton conjoint, ta conjointe, peu importe, tu te mets à sa place, tu as un souci qui arrive, tu as une problématique, la personne est là, elle veut partager sa vie avec toi. Si elle ne te parle pas, comment est-ce que tu le prendrais? Est-ce que ça ne te blesserait pas de te dire « Mais attends, t'es pas venu, tu m'en as pas parlé, j'aurais pu peut-être juste t'assister ». Il faut que tu ailles la voir et que tu lui en parles calmement et tranquillement, parce que si tu n'en parles pas, c'est comme un caillou dans ta chaussure. Tu prends une petite pierre que tu mets dans ta chaussure et tu marches avec. Pendant 10 minutes, ça ira. Mais au bout d'1 heure, 2 heures, 3 heures, tu vas créer un trou, tu vas créer carrément... Tu vas peut-être sortir avec une gangrène et du coup, on finira par te couper ta jambe. Donc, tu as une souci, tu as une problématique, tu partages cette vie avec une personne ou avec des membres qui sont autour de toi, que tu as déjà sélectionnés, qui sont bons pour toi. Parle avec cette personne. Tu ne peux pas tout gérer seul et tu n'es pas là pour gérer seul. Encore une fois, l'humain est fait pour vivre en communauté. Donc, je partage mes doutes et les personnes autour de moi vont faire en sorte que je grandisse. Tu dois ajouter à ta carte du monde. Là, celui-là, c'est le mythe de la peur, avec une référence, c'est l'objet qui me fait peur. Donc l'objet, j'imagine une situation, quelque chose de précis qui me fait peur. Encore une fois, je reviens là-dessus et quand ça, toi aussi tu l'auras assimilé, la peur vient de l'inconnu. C'est quoi l'objet de la peur? Ça peut être aussi quelque chose de connu. Je sais C'est ce que j'allais dire, ça peut potentiellement être un trauma. Par exemple, les gens qui ont peur des araignées, ils connaissent les araignées, donc il n'y a pas cette notion d'inconnu. Mais en même temps, tu ne sais pas ce que l'araignée peut te faire. Ou tu sais ce que l'araignée peut te faire par rapport à un film que tu as vu, arachnophobie ou je ne sais quoi. Donc tu te dis, elle va me piquer, elle va me pondre des œufs à l'intérieur. Désolé pour ceux qui sont arachnophobes. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est encore une fois parce que tu n'as pas ajouté à ta carte du monde cette connaissance. Tu n'as pas appris. Tu en as peur parce que tu ne sais pas. Parce que si tu sais ce qu'une araignée fait, ça ne veut pas dire que tu vas l'aimer, que tu vas la porter. Moi, je ne porterai pas une araignée. Enfin, je ne suis pas forcément fan des araignées, mais j'en ai pas forcément peur. Mais c'est pas parce que tu vas accepter quelque chose que tu vas forcément l'aimer. Tu as peur, on a toujours peur d'une inconnue. Et l'inconnu peut être tellement minime que tu ne la vois pas. Tu penses que tu connais, mais au réel, est-ce que tu connais réellement ta peur ou tu as peur de la représentation de cet objet? Parce que la peur, c'est toujours une représentation de ce que tu as et de ce que tu vois. Et du coup, pour les concepts un peu plus abstraits, parce que bon, là, pour le coup, peur d'un animal ou choses comme ça, c'est concret, mais pour les sujets un peu plus abstraits, par exemple la peur de l'échec, la peur de l'engagement, la peur... Là, encore une fois, c'est une fuite. J'ai peur de l'engagement, c'est pour ça que je ne m'engage pas, mais parce que tu ne sais pas ce que... Et je reviendrai encore là-dessus, je ne sais pas, je n'ai pas de clarté, je n'ai pas de vision, mon cerveau ne sait pas où il va. J'ai peur de m'engager parce que je ne sais pas ce que ça va m'apporter. Je sais aujourd'hui le confort que j'ai, je peux sortir quand je veux, quand je rentre, je mange pour une personne, je fais la vaisselle pour une personne, je fais le ménage pour une personne, limite je vais encore chez mes parents pour qu'ils me le fassent. Mais si je me mets avec quelqu'un, est-ce que cette personne, comment est-ce que ça va se passer? Je ne sais pas, tu ne poses pas ces questions-là en fait. Mais tu n'as pas la communication. Plus tu vas te parler et plus tu vas clarifier la peur que tu as, la peur partira. La plus grande peur d'ailleurs dans le monde, si je ne me trompe pas, c'est pas la peur de mourir, c'est la peur de l'inconnu. Si tu ne sais pas, ton cerveau, et ça les études l'ont prouvé récemment, la plus grande peur de l'être humain, ce n'est pas la peur de mourir, c'est la peur de l'inconnu. Tu ne sais pas ce que c'est. D'aller parler à un inconnu dans la rue,
C'est ce qui va faire le plus peur à quelqu'un, parce que ton cerveau, ton système nerveux va le rejeter. Je ne connais pas, je ne peux pas y aller. Et plus tu vas t'habituer à le faire, et moins tu auras de peur. Et du coup, dernier mythe, pour finir, le mythe du contrôle. Qu'est-ce que tu appelles le contrôle ? Bah, j'imagine que le contrôle, c'est d'être aux commandes, de gérer, de savoir que, au final, ça rejoint un peu l'inconnu, c'est de se dire qu'au final, je Je veux tout contrôle ce savoir. qui se passe. Donc, du coup, si je contrôle, c'est que je suis aux commandes. Et que, du coup, l'inconnu ne peut pas, peut difficilement rentrer dans mon monde. Et j'imagine que. C'est ça. Et là, du coup, souvent, quand on est dans le contrôle, c'est qu'on n'accepte pas de laisser les gens rentrer dans notre monde. Du coup, on veut tout fermer et tout verrouiller parce qu'on a la crainte de se dire on va être déçu ou on va pas réussir réellement ce qu'on voulait entreprendre. Donc, du coup, plus tu auras peur de faire rentrer les gens dans ton monde, plus tu auras envie de contrôler. Mais plus tu vas t'ouvrir aux autres et donc ajouter à ta carte la connaissance des autres personnes qui t'entourent, et plus, en fait, tu auras moins besoin de contrôle. Le besoin de contrôle, encore une fois, c'est juste à l'inverse de la fuite parce que tu as peur, c'est justement c'est cette peur de perdre ce que tu veux faire que tu verrouilles en gros toutes tes portes. Mais plus tu ouvres tes portes, encore une fois, et plus la vie devient plus simple. Non, mais par exemple, quelqu'un qui est vraiment ce qu'on pourrait appeler contrôle maniaque, c'est-à-dire qui va prendre de l'avance sur l'avance pour être sûr de ne pas être en retard, parce que voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Pour ces gens-là, j'imagine, c'est compliqué de se dire que c'est juste un manque d'ouverture. Oui, mais c'est parce qu'en fait, il se dit que si jamais, si on prend l'exemple du retard, si jamais j'arrive en retard, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais peut-être être mal vu. Si je suis mal vu, j'aurai pas de promotion. S'il faut, je serai même renvoyé. On n'ouvrira pas mon contrat parce que je suis arrivé en retard. Et puis en plus, on va se dire quoi ? Que moi, ma personne, je suis arrivé en retard, donc je suis une personne qui n'est pas fiable. Je suis pas quelqu'un de bien. Du coup, je vais partir en avance de l'avance de l'avance. Mais parce que j'ai peur en fait de tout ce qui pourrait se passer. Pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes qui arrivent avec 1 heure de retard tous les jours au boulot et ils en ont strictement rien à faire ? Ils sont ok avec ça et ils sont bien dans leur basket. Et rien ne se passe parce que leur vision est différente. Mais ils auront peut-être peur, au final, d'autre chose. Mais c'est pour ça, en fait, tu es dans le contrôle parce que tu n'as pas envie, soit de ne pas réussir à comprendre, enfin non, tu veux rester en contrôle parce qu'en fait, tu te retrouves dans une situation, tu n'as pas envie de te retrouver dans une situation qui te mettra Dans l'inconfort. dans l'inconfort, dans une situation dérangeante. Mais après, si jamais aussi tu te sens trop en contrôle et tu sais que tu dois toujours contrôler, tu dois toujours voir, tu dois toujours être aux commandes de tout, essaye de prendre un petit peu de recul. Soit tu te mets à la place des gens qui sont autour de toi, ou tu essayes de te regarder à l'extérieur, comme si tu étais t'étais un caméraman, tu es en train de te filmer. Tu dis, OK, comment est-ce que je me vois ? Ou même filme-toi des fois. Ça, c'est aussi une expérience que tu peux faire. Tu poses une caméra et tu filmes ta journée. Tu fais comme s'il n'y avait pas la caméra et tu te filmes et à la fin de la journée, tu te regardes. Tu regardes comment tu as agi avec les gens autour de toi, tu regardes comment tu as fait. Et dis-toi, est-ce que le contrôle absolu de tout ce que tu es en train de faire est plus bénéfique ou pas pour toi et les autres. Parce que si tu contrôles tout et que tout se passe bien, et que c'est écologique avec les gens qui sont autour de toi, fais-le, et ça te fait pas de mal. Mais une fois que tu te regardes et que tu prends conscience de ça, prends du recul et essaye de déléguer. C'est ça qui va être le plus compliqué la première fois, c'est de déléguer un petit peu. Délègue et contrôle derrière. Vérifie si ça se passe bien et petit à petit, tu lâches du lest. Sinon, tu vas te retrouver vers ta retraite et tu pourras plus jamais revenir en arrière et tu vas faire fuir toutes les bonnes personnes autour de toi. Et du coup, dernier mythe, le mythe du ça devrait être plus facile. Je pars du principe que tout est facile dans la vie. Si jamais c'est difficile, c'est que tu l'as rendu difficile. Encore une fois, ça devrait être plus facile. Qu'est-ce qui pourrait être plus facile ? Trouver un nouveau travail ? Non. Parce que si jamais tu cherches et que tu trouves un travail aussi qui correspond à tes attentes et aussi dans lesquels tu es apte, on va dire, et que tu vas pouvoir faire, ça sera assez facile d'en trouver un. Si tu as vraiment envie de le faire. Encore une fois, ton cerveau, plus tu vas lui dire que c'est difficile, plus il va te prouver que c'est difficile. C'est pour ça que j'adore parler du cerveau, du système nerveux et tout ça, c'est parce que il va toujours te donner raison. C'est un outil fabuleux, mais tu lui dis que c'est facile, il sera obligé de trouver toutes les situations possibles pour prouver que c'est facile. Tu lui dis que c'est compliqué, il va tout trouver pour te prouver que c'est compliqué. C'est pour ça en fait, c'est facile. Qu'est-ce qui est facile ou pourquoi ça devrait être plus facile ? Souvent en fait, on dit pas ça devrait être plus facile. C'est facile pour les autres, ça devrait être aussi facile pour moi. Mais parce que tu ne vois pas l'effort qui est accompli par les personnes qui t'entourent. Tu vois pas l'effort qui est accompli, tu vois juste la personne qui a dit tiens, j'aimerais ouvrir ma nouvelle société ou je vais racheter une société dans laquelle je travaillais. OK, bah du jour au lendemain, je fais un post et je dis ça y est, j'ai racheté ma société. C'était facile pour lui. Il était là, il était chez eux, il est parti. Finalement, il a envie d'ouvrir sa société et comme par hasard, elle est à vendre, il peut l'acheter. Oui, mais tu vas pas voir
le travail qu'il a fait pour ça. Il a dû garder contact avec des personnes qu'il n'avait peut-être pas envie de garder contact. Il a dû faire un crédit certainement. Il a dû prendre aussi sur lui pour se dire tiens, je vais me mettre dans une situation d'inconfort pour pouvoir monter la boîte et tout ça. Et puis il y a des gens aussi qui vont compter sur lui ensuite derrière parce qu'il ne va pas travailler tout seul. Il va avoir d'autres personnes qui vont s'ajouter. Mais toi, quand tu vas arriver, tu vas juste dire tiens, c'est facile pour toi. Tu as réussi en fait à monter ta société du jour au lendemain. Ouais, mais il s'est passé peut-être 6 mois, 1 an. J'ai peut-être travaillé pendant 2 ans sur moi où j'ai eu des doutes, mais j'ai surmonté ces doutes pour pouvoir atteindre mon objectif. Donc, le mythe de c'est facile ou ça devrait être plus facile, c'est pas que ça devrait être plus facile. Moi, je te dirais, cherche et vois comment ça pourrait être plus facile. Parce que dire ça devrait être plus facile, c'est abstrait, ton cerveau ne le comprend pas et il va juste se dire, encore une fois, une bonne excuse pour ne pas le faire. Par contre, si jamais tu te dis ça va être facile à faire, ou alors j'aimerais que ça soit facile et tu vas commencer à te poser et à clarifier ce que tu as à voir et à faire, tu verras que c'est facile. Et encore une fois, aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a, vous n'avez aucune excuse pour ne pas réussir. Tu vas sur Internet, tu vas sur l'IA, tu vas poser des questions, on te donnera toujours des réponses. Il y a toujours des gens dans le monde qui ont envie de t'aider à te donner des solutions. Tu ne dois pas tomber par contre dans le stéréotype du « vous devez le faire pour moi ». Pourquoi les gens ne le font pas pour moi? Parce que tu vas devoir bosser, tu vas devoir t'y mettre, tu vas devoir mettre la main à la pâte. C'est toi qui dois réussir, c'est pas les autres qui doivent réussir pour toi. Et si jamais d'ailleurs tu penses que tu es dans cette phase-là où tu es en train de laisser les gens décider pour toi et c'est pas toi qui es en train de décider, mets-moi en commentaire ce que toi tu penses là où tu en es aujourd'hui par rapport à est-ce que c'est facile, pas facile, et est-ce que tu prends toi le conditionnement, et est-ce que toi tu prends l'initiative de le faire ou tu attends que les autres le fassent pour toi. Écris juste en bas. Je voudrais juste rebondir sur justement le fait de ça devrait être facile, mais moi ça me fait quand même un peu écho au monde dans lequel on vit actuellement, où les temps sont compliqués pour beaucoup de personnes, notamment beaucoup de Français, et quelqu'un qui dirait ouais mais la vie elle devrait être plus facile. Parce que quand tu bosses comme un fou et que tu gagnes pas un rond, que les coûts de la vie augmentent, etc. Alors là, c'est très global, on est bien d'accord, que chaque chose, c'est plein de petites choses qui s'ajoutent les unes aux autres. Mais les gens sont quand même dans cette énergie où, actuellement, particulièrement actuellement, où c'est compliqué. Et oui, la vie pour eux devrait être plus facile. Et on peut voir aussi les injustices qu'on peut avoir ou pas, mais encore une fois, ça va être une perception. Elle est réelle de se dire aujourd'hui il n'y a pas assez d'argent ou alors tout augmente et que mon salaire n'augmente pas. Tout ça, c'est réel. Maintenant, encore une fois, ce qui est bien en PNL, c'est à toi de te créer ta réalité. Est-ce que tu peux le changer? Est-ce que demain, moi, je peux changer la TVA? Est-ce que demain, je peux changer les factures? Est-ce que demain, je peux changer mon salaire tout de suite avec le même patron que j'ai? Non, je ne peux pas forcément le changer. Par contre, est-ce que je peux essayer de le voir différemment? Je ne parle pas des personnes qui vont vivre avec 400, 500, 600 euros par mois, 800 euros par mois alors qu'ils travaillent. Il va aller bosser, il revient, il lui reste même pas 50 euros à la fin du mois et encore. Je ne parle pas de ça parce que là, après, c'est vraiment quelque chose de concret, c'est factuel. Maintenant, là où on pourra travailler, c'est plus se dire, est-ce que je veux continuer à vivre comme ça? Et maintenant, j'ai plus envie de continuer à vivre comme ça, donc je dois me faire mal, je dois sortir de cette zone-là qui me fait mal. Sauf que je dois aller vers l'inconnu de trouver un nouveau travail. On dit toujours que c'est compliqué de trouver un nouveau travail. Il y a des milliers d'entreprises qui recrutent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas compliqué de trouver un nouveau travail. C'est compliqué de se dire aujourd'hui, je vais chercher un nouveau travail. Et quand tu décides de chercher un nouveau travail, rien ne t'empêche de continuer à bosser. Et il faut que tu continues à travailler, même si tu veux ouvrir ta société. Ça va te demander plus d'énergie. Mais ne rajoute pas de poids sur ta famille en te disant je vais arrêter de travailler, parce que je veux ouvrir ma société. Non, je vais ouvrir ma société pendant que je continue à travailler. Je vais essayer de mixer les deux. Je vais voir, mais en plus, en amont, j'en ai parlé avec la personne qui m'accompagne dans la vie, parce qu'on doit être aussi en accord. Si jamais j'ai envie d'investir 1 000 euros, 2 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros, 200 000 euros dans un projet, et que la personne en face de toi n'est pas au courant de ce projet-là, tu vas droit dans le mur. Mais du coup, c'est pas que c'est facile ou pas facile, c'est toi, la perception de la situation que tu vas t'en faire, qui va te rendre facile ou pas facile la chose. Donc au final, l'idée, ça serait quand même de dégrossir et de pas faire de généralité, mais de prendre chaque petit aspect de la vie indépendamment pour arriver à trouver les belles choses dans cette globalité pas toujours très facile. Absolument. Si jamais on doit même tout résumer de tout ce qu'il y a, la généralité tue. Quand tu vas dire « il est toujours en retard », c'est faux. Il a été en retard aujourd'hui à telle heure lorsqu'il est arrivé ici. Parce que quand tu généralises, la personne en face va penser qu'elle ne réussit jamais rien. Toi, tu vas penser la même chose, mais du coup, en fait, tu ne vas plus être réel. Tu vas juste imaginer et te créer quelque chose sur une personne
qui au final n'est pas comme toi tu l'as décrite. C'est pas parce que tu vois une personne 3 fois dans ta vie qu'elle est en train de boire une bouteille de bière que c'est un alcoolique. C'est pas parce que tu as vu une personne une fois dans ta vie et elle était en train de crier sur quelqu'un que c'est une personne colérique. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Ne généralise pas. Ce jour-là, cette personne s'est mise à crier. Et une fois que tu arrives à découper pour réussir à ne plus généraliser, même dans ta vie de tous les jours, ton travail ou quoi que ce soit, tu verras que ça sera plus simple. C'est pas le travail qui est compliqué, qui est pourri. Non, c'est certaines situations dans ton travail que tu n'apprécies pas et que tu aimerais voir évoluer. Et une fois que tu mets le doigt dessus, tu peux justement travailler sur le fond du problème et évoluer. Eh bien, c'était le mot de la fin, Monsieur Clayt. Eh bien, parfait. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Dites-moi aussi si jamais vous voulez qu'on parle de certains sujets divers et variés. Mettez vos questions, n'hésitez pas à nous envoyer des messages privés. Et puis, à très bientôt.